Mali, le Parti pour le développement économique et social était face aux médias ce dimanche. Il a fait le point de son deuxième congrès ordinaire. Réunion sur la force G5 Sahel au Burkina Faso ce dimanche. L'opérationnalisation de la force est annoncée pour bientôt. Puis combat entre militaires et rébellions armées dans le nord-est de la Birmanie samedi. Plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels sont à noter. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. On démarre par cette note du Mali. Après la tenue de leur deuxième congrès les 5 et 6 mai dernier, les responsables du nouveau bureau du Parti pour le développement économique et social PDS étaient face à la presse ce dimanche. Objectif, restituer les grandes orientations issues du deuxième congrès ordinaire du parti. Le point avec Alima Bentouré. Pour les responsables du Parti pour le développement économique et social PDS, c'est une conférence de presse de restitution des grandes orientations issues du deuxième congrès ordinaire du parti qui s'est tenu les 5 et 6 mai dernier. Un congrès de clarification qui a assuré l'émergence des jeunes, indique le nouveau président élu du parti. Nous avons le 5 et le 6 tenu le congrès du parti. Compte tenu de la dynamique que le PDS a toujours observée de sa création à maintenant, qui a été un congrès de la clarification et un congrès également que nous avons voulu pour de plus en plus assurer l'émergence de la jeunesse du PDS. Le positionnement du parti face à l'élection présidentielle du 29 juillet pose des problèmes au sein du PDS. En témoignent les nombreux soubresauts qui ont marqué le deuxième congrès ordinaire du parti où certains camarades ont tenu un congrès parallèle. Mais pour les héritiers du président Amadou Toumani Touré, ce congrès fixe à jamais l'unification du PDS. Le bureau qui en est issu a été approuvé par acclamation et le Congrès lui a donné carte blanche par rapport au positionnement politique du parti en vue des futures échéances électorales. Il est construit sur la profession de foi du président ATT. Retrouvons ce qui nous unit. Le nouveau comité directeur national travaillera sans relâche à conforter cette profession de foi et ce credo, en s'investissant à unir tous les Maliens autour de la défense de la patrie. Le PDS est un parti libre et autonome qui répondra présent au rendez-vous pour la préservation et la construction de notre patrie, le Mali. Ceci est le mandat du Congrès. La question cruciale de l'orientation du PDS pour la présidentielle du 29 juillet ou d'un candidat à cette échéance électorale n'est pas définitivement tranchée au sein du parti des héritiers de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il revient au nouveau bureau politique de trancher dans le sens des intérêts politiques du parti cette épineuse question. Le ministre nigérien de la Défense, Kala Moutari, a déclaré dimanche que la force du G5 est prête et va lancer ses opérations bientôt. Il a rendu l'information publique au cours d'une réunion à Ouagadougou qui rassemblait les ministres de la Défense du G5 et les chefs d'état-major généraux des armées. Voici les détails. À l'issue des assises qui ont réuni les ministres de la Défense du G5 et les chefs d'état-major généraux des armées, le ministre nigérien de la Défense a assuré que la force G5 est aujourd'hui disponible et lancera ses opérations sous peu. En attendant son opérationnalisation, le cadre juridique de la force est déjà défini afin de garantir le bon déroulement de ces opérations entre les différents pays de la région. Mise en place début 2017, la force conjointe du G5 Sahel doit combattre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région sahélienne. Composée de soldats des 5 pays, cette force a effectué une première opération exploratoire en novembre dernier, mais doit monter en puissance pour atteindre au moins 5000 hommes d'ici mi-2018.
La force G5 Sahel a déjà un quartier général à Sévaré au Mali et a déjà mené en coordination avec la force française Barkhane 2 opérations dans la zone des 3 frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso. Une composante de cette force est certifiée par le commandant de la force du G5. 2 autres composantes seront certifiées très bientôt en prélude au lancement des opérations. Les groupes djihadistes dispersés lors de l'intervention française au Mali en 2013 ont retrouvé un nouveau souffle dans le nord du Mali malgré la présence de 12 000 casques bleus de la MINUSMA et de Barkhane qui comptent 4 000 hommes dans la région. Multipliant les attaques meurtrières contre ces forces et l'armée malienne, les groupes djihadistes ont étendu en 2017 leurs actions au centre et au sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, qui sont aussi régulièrement touchés. En Gambie, des biens de luxe de l'ancien président Yaya Jammeh seront bientôt vendus. L'annonce a été faite par le ministre gambien des Finances, Amadou Sané. D'autres précisions dans cet élément. Réduire une montagne de dettes écrasantes contractées sous l'ancien régime, voilà l'objectif poursuivi par les autorités gambiennes en mettant en vente des biens de luxe de l'ancien président Yaya Jammeh dans une opération menée par le ministère des Finances. Selon le ministre gambien des Finances, Amadou Sané, ces biens comprennent entre autres une flotte de Rolls-Royce et 3 jets privés. Mais il n'a pas précisé combien l'État espérait tirer de leur vente. Ces avions et voitures auraient été achetés par Yaya Jammeh au profit de détournements massifs de deniers publics via des sociétés publiques qui s'élèvent à plus de 100 millions de dollars, soit le tiers du budget annuel du gouvernement. Suite à cette annonce, plusieurs voix, notamment dans les rangs de l'opposition fidèle à Jammeh, s'élèvent pour fustiger la vente des biens de l'ancien président. Elles accusent l'administration du président Adama Barrow d'acharnement politique. Pour rappel, Yaya Jammeh a accepté un exil en Guinée équatoriale après 22 ans de règne, après les élections de décembre 2016 dont il a refusé de reconnaître les résultats. Il a dû abandonner plusieurs biens de luxe, l'avion cargo qui devait le transporter étant plein. Au Mozambique, l'ombre du regretté leader de l'opposition Afonso Dhlakama plane toujours sur le pays et singulièrement dans son fief. À Vondouzi, au pied des montagnes de Gorongosa, où le chef de la Renamo est décédé le 3 mai dernier, les habitants redoutent un regain de tension entre troupes gouvernementales et rebelles. Voici le reportage. Ici, à Vondouzi, au pied des montagnes de Gorongosa, le décès d'Alfonso Dhlakama, mort des suites d'une maladie le 3 mai, a fait l'effet d'un coup de tonnerre, laissant soudain planer l'incertitude sur l'avenir. Les coups de feu ne vont-ils pas retentir à nouveau? Beaucoup voudraient bien croire que non. En effet, peu avant sa mort, Alfonso Dhlakama et son rival, le président mozambicain Filipe Nyusi, avaient entamé des négociations de paix directes pour tenter de mettre un point final au combat qui avait repris en 2013. Avec la trêve décrétée unilatéralement par Alfonso Dhlakama fin 2016, la vie a repris ses droits à Vondouzi. Plus de checkpoints militaires, les motos, voitures et camions circulent librement. L'école, fermée en 2015, a rouvert, les bâtiments publics ont été repeints, le village a même été raccordé à l'électricité. En somme, la vie a repris son cours normal. Autre acquis issu des négociations, un premier accord en vue d'une réforme de la Constitution qui permettrait aux gouverneurs des 11 provinces du pays d'être nommés non plus par Maputo, mais sur proposition du parti politique vainqueur des élections locales. La Renamo réclamait cette mesure depuis des années. Le dernier point de discussion en suspens concerne l'épineuse réintégration des soldats de la Renamo dans l'armée ou la police. La pérennité de ces acquis dépend désormais de la politique des nouveaux maîtres de la Renamo. La paix reste précaire et tout peut donc arriver à tout moment. En France, plus précisément à Strasbourg, les policiers mènent une perquisition au domicile d'un ami très proche de Khamzat Azimov, l'auteur de l'attaque au couteau perpétrée ce samedi à Paris. Selon plusieurs anciens de ses camarades de lycée, Khamzat Azimov était un élève discret dans la religion. Suivons plutôt. Ils sont tous les deux tchétchènes, ils sont tous les deux amis, très bons amis, on les voyait jamais l'un sans l'autre, toujours ensemble. Ils étaient dans la religion, oui, mais ils essayaient de ramener personne avec eux en tout cas. Ça m'a surpris parce qu'il était tellement discret que j'aurais jamais pensé qu'un garçon comme lui puisse faire ça. En plus, il était normal, il n'avait jamais montré quoi que ce soit et
S'il en est arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a influencé, parce que je pense vraiment pas que tout seul, il aurait fait ça. Et il montrait pas qu'il détestait qui que ce soit. Enfin, il a jamais affiché aucune haine envers nous, ni quoi que ce soit. Donc, il avait l'air en plus gentil. C'est pas quelqu'un qui sortait, c'était pas quelqu'un qui allait écouter de la musique comme tout le monde ou qui. C'est vrai que le personnage, il m'intriguait et moi, il me rassurait pas du tout. Enfin voilà, c'était vraiment. J'étais pas rassurée en présence de ce mec, quoi. La Birmanie a été le théâtre de combat entre des militaires et la rébellion armée qui ont fait au moins 19 morts ce samedi. 2 jours après les heurts, des impacts de balles et des taches de sang sont encore bien visibles dans un poste de sécurité du nord-est de ce pays. Voici le reportage. Des affrontements ont opposé des militaires à la rébellion armée dans le nord birman, près de la frontière avec la Chine samedi dernier. Au moins 19 personnes ont été tuées et 24 autres blessées au cours de ces combats qui ont également fait de nombreux dégâts. Ils ont eu lieu dans un village près de Mouz, entre l'armée et l'armée nationale Tang de Libération, un groupe armé ethnique de l'État Shan. La Birmanie est en proie à de nombreuses guérillas ethniques, dont celle des musulmans Rohingyas dans l'ouest du pays. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, peine à résoudre l'épineux dossier de la construction d'un État fédéral, malgré des pourparlers visant à mettre fin aux nombreux conflits avec des guérillas ethniques, pour certaines, parmi les plus anciens mouvements de rébellion au monde. Les combats se sont intensifiés récemment dans les États Shan et Kachin voisins. Dans l'ouest du pays, des attaques en 2017 d'une nouvelle rébellion de la minorité musulmane des Rohingyas sont à l'origine de ce que les Nations Unies dénoncent comme un nettoyage ethnique par l'armée. La crise a conduit à la fuite de plus de 700 000 réfugiés Rohingyas au Bangladesh voisin. Depuis son indépendance en 1948, la Birmanie est confrontée à des soulèvements de groupes qui réclament plus d'autonomie. Sport pour finir, mission partiellement remplie par les étalons juniors du Burkina Faso. Ils ont battu à l'usure les chevaliers de la Méditerranée de Libye samedi à Ouagadougou en match aller, comptant sur le 2e tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Une rencontre soldée par 3-1 de bon augure d'une qualification pour le Burkina avant le match retour dans une semaine. Claude Romba pour le point. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les étalons du Burkina devant leur public vont très vite se mettre en évidence avec l'ouverture du score de la 9e minute. Abdoul Tabsoba ne laisse aucune chance au portier libyen 1-0. Dès lors, on croyait que le Burkina allait dérouler le rouleau compresseur que nenni. Face aux altermoiements des poulains de Séraphin Dargani, l'équipe libyenne va prendre confiance et se projeter vers l'avant. D'une action pratiquement individuelle, Mouad Massoud fait parler sa technique et sa puissance, bien aidé en cela par la faute de main du gardien burkinabé. Un but partout, nous jouons la 33e minute. Ce sera d'ailleurs le score à la pause. À la reprise, les étalons reviennent avec de nouvelles ambitions, mais en face, les joueurs libyens qui veulent conserver ce résultat jouent la montre. Ils multiplient les arrêts de jeu en se couchant constamment sur le terrain, au moindre contact. Dès lors, le jeu est beaucoup haché, qu'à cela ne tienne. Les Blancs assiègent le camp des Rouges qui va finir par craquer littéralement en encaissant coup sur coup 2 buts dans les ultimes minutes. Salifou Diarra-Souba d'abord à la 89e minute, 2-1. Puis, sur l'engagement qui va suivre, les Libyens vont perdre le ballon. Les étalons récupèrent. Abdoul Kwanda, bien lancé, se joue de la défense. Sa lourde frappe dans la surface de réparation fait mouche. 3-1. Les étalons sont dans l'euphorie et les chevaliers de la Méditerranée s'effondrent. Une première manche gagnée à domicile 3-1 par le Burkina, de quoi entrevoir le retour avec plus de sérénité dans une semaine à Tunis où les étalons comptent transformer l'essai. Rappelons que pour des mesures sécuritaires, la Libye a élu domicile en Tunisie pour ses matchs internationaux. Voilà, c'est sur cette note que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.